Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, une vidéo pour poursuivre le cours, le chapitre 1 sur les mers et les océans. Vous avez noté dans votre cours le grand 1 qui est l'étude de cas sur l'océan Indien. Dans cette partie, vous devez coller la carte mentale que nous avons remplie, le texte sur lequel vous avez travaillé pour construire la légende du croquis et le croquis lui-même dont je ferai une correction prochainement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez noter le titre donc du grand 2, des espaces riches en ressources, et en commençant par les différentes ressources marines qui existent, puisqu'il y en a plusieurs types. Pour introduire cette sous-partie, un concept qui est intéressant, qui a été inventé par un géographe qui parle de Nouvel Eldorado, donc c'est Antoine Frémont, c'est le nom du géographe, Nouvel Eldorado pour les mers et les océans, grâce aux ressources qu'ils contiennent, et notamment non seulement aux ressources qu'on connaît, mais celles qui restent encore à découvrir. Vous savez, l'Eldorado, c'était ce mythe comme quoi l'Amérique du Sud était un espace où on allait trouver des richesses infinies en or, etc., au moment de la découverte de l'Amérique au XVIe siècle notamment. Et donc il a repris cette expression pour les mers et les océans aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de ressources qu'on trouve dans les espaces maritimes. Premier type de ressources, les ressources qu'on appelle les ressources halieutiques et l'aquaculture. Donc halieutique, c'est tout ce qui est relatif à la pêche. Alors évidemment, c'est une ressource essentielle puisque que ce soit sous forme animale, donc poissons, crustacés, etc., ou végétale, les algues, etc., c'est essentiel pour l'alimentation humaine. La production de ces ressources, elle est en croissance constante et elle a atteint une valeur record de quasiment 180 millions de tonnes, enfin 170 on va dire, en 2018. Vous voyez très bien sur le graphique cette augmentation à partir des années 50. Là, ce graphique va des années 50 à 2017-2018. Donc ça ne fait qu'augmenter. Et donc on voit bien ici qu'il y a deux catégories. Vous avez la partie là en orange qui est la production halieutique, c'est-à-dire vraiment la pêche elle-même. Tous les poissons qu'on récupère directement alors qu'ils sont sauvages en fait. Et ce qu'on remarque très bien, c'est que cette production est relativement stable depuis les années 80 en gros. Ça a évolué un petit peu, mais ça reste à peu près stable. En revanche, ce qui a très fortement augmenté, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture. L'aquaculture, c'est toutes les activités de culture, soit de plantes aquatiques, soit d'élevage des animaux marins. C'est comme de l'élevage, mais pour les espèces maritimes, quoi. Et donc ça, c'est la partie qui est en bleu. Vous voyez que c'était assez faible, pour le coup, jusqu'aux années 80, et qu'après, ça augmente très très fortement, et aujourd'hui, ça représente une part très très importante de la production de ressources halieutiques. Parmi les grands producteurs mondiaux, il y a un très 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 fort écart entre le premier, qui est la Chine, et les suivants, puisque vous voyez sur ce graphique, la Chine en 2017, c'est plus de 15 millions de tonnes, alors que le deuxième pays qui pêche le plus, c'est l'Indonésie, ils sont à 6. Donc il y a vraiment une très 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 forte domination de la Chine, et ensuite même les quelques pays qui suivent d'ailleurs, hein, par rapport aux autres, il y a une domination de quelques pays dans ce secteur de la pêche. Donc c'est vraiment la Chine qui est le principal producteur et par le même coup le principal exportateur de poissons et de produits de la pêche. C'est en partie le développement de la Chine qui a amené à l'augmentation qu'on vient de voir juste avant. Donc ça, c'est pour les ressources halieutiques, l'aquaculture. Premier type de ressources. Deuxième type de ressources qui a des enjeux, qui représente un enjeu essentiel, c'est toutes les ressources énergétiques, puisque les mers et les océans sont un réservoir de ressources énergétiques. En particulier, les espaces maritimes, ils ont d'importantes ressources d'énergie fossile. Le chiffre qu'on peut retenir, c'est que un tiers de la production actuelle d'hydrocarbures, c'est des gisements offshore. Offshore, ça veut dire en mer. Si on regarde ça un peu sur une carte, donc vous voyez ici, c'est les zones qui sont hachurées en violet, qui représentent un peu les zones d'exploitation d'hydrocarbures. Globalement, en mer du Nord, là, vous avez plutôt un déclin de l'exploitation à cet endroit-là. En revanche, les gisements qui sont très 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 exploités encore aujourd'hui, c'est beaucoup le golfe de Guinée et également le golfe du Mexique. C'est vraiment deux des zones essentielles de production d'hydrocarbures en mer aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les énergies fossiles. Mais il y a également une perspective qui est aujourd'hui, c'est les énergies marines renouvelables, comme les énergies éoliennes ou hydroliennes.
puisqu'on s'est rendu compte que, bah, il y avait un gros avantage, en mer, c'est qu'il y a pas mal d'espace et qu'il y a, par exemple, pour l'éolien, beaucoup de vent. L'Europe, pour le coup, est en avance dans le domaine de l'éolien marin avec, par exemple, le parc, London Array en mer du Nord. Donc vous voyez une photo ici, donc vous voyez, vous avez les éoliennes qui sont, dans l'eau et donc comme je vous disais, il y a un gros avantage, c'est que, bah, il y a pas mal de place, hein, c'est en mer et également il y a pas mal de vent puisqu'on est en mer, la houle, tout ça. Donc c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui. Vous avez également des énergies qu'on appelle hydroliennes, donc là, ça consiste en fait à mettre cette espèce de bah, c'est une hydrolienne quoi, qu'on met dans l'eau et donc vous voyez que c'est quand même une structure assez imposante. Là, vous avez, pour donner une échelle, des gens à côté. Donc c'est quelque chose d'assez gros qu'on met sous l'eau pour produire de l'énergie. Et enfin, ressource à laquelle on pense moins souvent, c'est la biomasse. Donc ce qu'on appelle la biomasse, c'est enfin, toute la matière vivante, quoi. Ça peut servir à produire de l'énergie. Vous avez ce qu'on appelle des algocarburants. Par exemple, là, je vous ai mis une photo de production d'algocarburants à La Réunion. Donc, c'est-à-dire on utilise les algues pour produire du carburant. Et enfin, troisième type de ressources dont on parle un peu moins, enfin qu'on connaît un peu moins en général, ce sont les ressources minières, donc les minerais, hein. Il se trouve que au fond des océans, il y a ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en photo, qui sont riches en métaux. Et les métaux, ces métaux-là sont utilisés notamment dans tout ce qui est nouvelles technologies, tous les appareils électroniques. Donc c'est quelque chose qui devient, enfin le prix de ces métaux-là augmente globalement, donc c'est de plus en plus intéressant de les exploiter. Alors c'est assez compliqué à faire puisque c'est au fond de l'océan. Là, on est au fond de l'océan. Donc vous voyez qu'il faut quand même monter des certain nombre d'expéditions et il faut avoir des moyens techniques pour y aller, mais ça peut devenir intéressant. Et justement, cette question un peu de l'accès à ces ressources nous amène, maintenant qu'on a fait un peu le panorama des différentes ressources marines, à la deuxième sous-partie qui est une inégalité d'accès aux ressources. Alors, évidemment, la première inégalité, je remonte pas forcément la carte de tout à l'heure, mais elle est assez logique, c'est que les ressources, elles sont pas équitablement réparties sur le globe. Donc vous pouvez avoir accès ou pas aux ressources qui sont dans les mers et les océans. Mais il y a un deuxième aspect, et c'est ce sur quoi je voudrais me centrer ici, c'est que pour exploiter les ressources dans ces espaces maritimes, il faut quand même une maîtrise technique assez importante. Pour comprendre ça, on peut prendre l'exemple du pétrole, de l'exploitation du pétrole. Comment on fait pour faire ça? On met en place, les entreprises qui font ça mettent en place des plateformes pétrolières offshore. Donc là, je vous en ai mis 2 photos. Donc vous voyez, ce sont quand même des structures assez imposante, hein. Vous avez l'hélicoptère ici qui vous permet d'avoir une idée de la taille de cette structure. Il faut quand même pouvoir faire ça dans l'eau, il faut que ça flotte, il faut pas que ça coule, il faut que ça résiste aux tempêtes. Donc, quand même, ça demande une certaine maîtrise technique de faire ce genre d'infrastructure. Surtout que ça, c'est la partie émergée, mais comment on fait en fait? Le pétrole, il est pas dans l'eau, il est au fond. Là, je vous mets un schéma. Vous avez le fond là océanique qui est représenté, il est sous cette partie-là. Et donc, il faut tendre entre la plateforme pétrolière et le fond de l'océan un moyen de faire venir le pétrole. Au fond, il faut que vous ayez un moyen de le pomper et ensuite il faut le faire remonter jusqu'à la plateforme pétrolière. Et vous voyez sur ce schéma qu'en fait, ça va assez profond puisqu'on est capable de faire ça jusqu'à plus de 2 kilomètres de fond. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, de très cher et évidemment, il faut que ce soit parfaitement étanche. Et donc les progrès techniques ont permis, c'est un peu l'évolution que vous voyez ici sur enfin les différents modèles permettent de voir ça, on est allé de plus en plus profond. Donc, au début on allait à quelques centaines de mètres, aujourd'hui on est capable d'aller très loin. On est aussi capable d'aller de plus en plus loin des côtes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui des entreprises envisagent d'aller exploiter le pétrole en Arctique aussi. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que ces progrès techniques, ils sont pas accessibles à tous. Il y a que des grandes entreprises qui peuvent mener ce genre de projet. Pour le pétrole, vous en connaissez, je pense, de nom. C'est par exemple l'entreprise française Total ou l'entreprise dont je ne suis pas sûr de la nationalité là tout de suite, mais Shell. Et ces entreprises viennent essentiellement de pays développés. Et donc, on a bien ici à nouveau un reflet des inégalités de la mondialisation, c'est-à-dire que si vous êtes un pays vraiment pauvre, vous auriez beau avoir du pétrole en mer, vous ne seriez pas forcément capable de mettre en place les structures pour aller l'exploiter.
Et enfin, dernier point sur cette inégalité d'accès aux ressources, c'est qu'il faut avoir la capacité d'accéder à ces ressources et il faut aussi avoir la capacité de protéger l'accès à ces ressources. Il faut éviter qu'elles soient pillées par d'autres et notamment là, on peut changer d'exemple, on peut prendre l'exemple de la pêche. Vous avez ici, 2 articles que j'ai mis sur la pêche illégale, qui est en fait un vrai problème. Alors là, vous avez l'exemple de la Tunisie, mais vous avez aussi l'exemple de la Guyane dont on reparlera. En fait, le problème, c'est que vous avez des gens qui viennent, pêcher les poissons dans des zones qui ne leur appartiennent pas et donc ça manque à gagner pour les pays en question. Et donc il y a un vrai enjeu qui est comment lutter contre cette pêche illégale. C'est assez compliqué, il faut avoir, les moyens de mettre en place une marine, des enfin là qui vont, essayer de suivre, les gens qui font ça de manière illégale, les arrêter et cetera. Donc il faut aussi sécuriser l'accès à ces ressources. Voilà pour cette vidéo qui constitue donc le grand 2 du cours. Je vous laisse donc, m'envoyer une fois que vous avez pris ça en note, heu, non, envoyez-moi pas en fait, je vérifierai directement en cours que vous ayez bien pris ça en note. Si vous avez des questions également, pensez bien à les noter pour que je puisse y répondre dès qu'on se reverra en présentiel.